Le Conseil de l'Europe, comme tu l'as dit, ce n'est pas l'Union européenne, ce n'est pas les mêmes institutions, puisque le Conseil de l'Europe comporte 47 États membres, dont la Russie et la Turquie, qui ne sont pas encore membres du Conseil de l'Europe, si tant est qu'ils y soient un jour. Donc le Conseil de l'Europe siège à Strasbourg également. Il a été fondé en 1949 par le traité de Londres. Donc on est loin de la cohorte des traités de l'Union européenne, les traités de Schengen, de Maastricht, de Rome, que l'on connaît un peu plus. Non, le Conseil de l'Europe a été créé en 1949 pour non pas créer un marché unique, un espace économiquement intégré, mais pour rapprocher les peuples européens autour de 3 valeurs phares que sont la démocratie, les droits de l'homme et l'état de droit. Vaste programme s'il en est. Ce programme trouve ses racines idéologiques dans le discours de Zurich de Winston Churchill de 1949. Il y plaide pour la réconciliation franco-allemande, surtout dans un contexte de guerre froide et de péril nucléaire. Donc, on l'a dit, le Conseil de l'Europe a 47 membres. C'est une organisation intergouvernementale constituée d'un secrétaire général, d'une assemblée parlementaire constituée de délégations de parlements nationaux, c'est-à-dire que des parlementaires français, espagnols, monégasques aussi, n'oublions pas Monaco, se retrouvent régulièrement au sein de cette assemblée pour discuter. Il y a également un conseil des ministres qui rassemble les ministres des Affaires étrangères des 47 États, ou plus souvent des ambassadeurs de ces États. Je vais faire un tout petit point sur les différentes institutions. Donc la secrétaire générale, qui est Madame Maria Pejcinovic-Buric, je m'excuse pour mon croate, qui a pour rôle de représenter le Conseil de l'Europe auprès des partenaires extérieurs et d'administrer les fonctionnaires du Conseil de l'Europe. L'Assemblée parlementaire, qui est composée donc de délégués de parlements nationaux, proportionnellement au nombre d'États, de population des États membres. Par exemple, il y a 18 députés français, 18 députés turcs, 18 députés russes et 2 députés monégasques, pour un exemple. Cette assemblée parlementaire alors vote des résolutions qui ne sont pas contraignantes. La résolution dont on a le plus parlé ces derniers temps, c'est la résolution 2361-2021, qui tourne beaucoup sur les réseaux sociaux actuellement et qui affirme que la vaccination anti-Covid n'est pas obligatoire. On voit en effet beaucoup de pancartes, beaucoup de publications qui citent le point 7.3.1, le point 7.3.1 de cette résolution pour affirmer cela. Or, ce point s'est inscrit dans un bloc, dans une partie de cette résolution qui vise, je cite, à assurer une meilleure acceptation des vaccins. Bon, je ne vais pas plus en avant, ces résolutions ne sont pas contraignantes. Un autre exemple également qui a été remarqué il y a quelques années, c'est ce qu'on appelle le rapport Marty de 2006 sur les prisons secrètes de la CIA. Voilà, le rôle, grosso modo, du Conseil de l'Europe, c'est de produire. On peut penser à la Convention d'Istanbul contre les violences faites aux femmes, qui a fait parler dans la presse, puisque le gouvernement turc s'en est retiré. Ils étaient membres de cette convention, ils en sont sortis. Ou encore la Charte européenne des langues régionales et minoritaires, que la France refuse de ratifier, car ce serait contraire à notre texte constitutionnel, puisque cette convention prévoit notamment que les locuteurs d'une langue minoritaire, l'alsacien, le basque, le breton, puissent utiliser cette langue dans leurs relations avec les services publics, ce qui est pour l'heure interdit en France. Donc 225 traités, ça peut paraître beaucoup, mais tous ne sont pas en vigueur. Il y a également des traités qui modifient des textes précédents, donc ça bouge pas mal. Et ces traités peuvent également être ouverts à des États qui ne font pas partie du Conseil de l'Europe,
Je pense notamment, il n'y a pas longtemps, le mois dernier, le Paraguay a ratifié une convention sur l'assistance administrative en matière fiscale, où le Mali a signé la convention sur la contrefaçon des produits médicaux et infractions similaires. Voilà. Mais la plus grosse réalisation du Conseil de l'Europe, c'est la Convention européenne des droits de l'homme. La Convention européenne des droits de l'homme, c'est un traité qui date de 1950, qu'on appelle aussi donc Convention EDH, et c'est une convention qui protège les droits fondamentaux et les droits de l'homme en Europe, avec notamment, c'est son mécanisme le plus connu, la Cour européenne des droits de l'homme, donc qui est une cour qui siège à Strasbourg, au palais des droits de l'homme, donc pas loin du quartier général du Conseil de l'Europe. Et cette cour peut connaître des requêtes qu'un ou plusieurs individus peuvent porter à l'encontre de un ou plusieurs États parties pour violation des dispositions de la Convention EDH. Cette convention, grosso modo, elle dit quoi? Elle garantit aux individus un certain nombre de droits, comme on peut citer par exemple le droit de ne pas être torturé, le droit à la vie, le droit à un procès équitable, ou encore le droit de ne pas être arrêté arbitrairement. Et il peut arriver, bien sûr, que les États se fassent condamner par la Cour européenne des droits de l'homme. Ça se traduit notamment par le paiement d'une indemnisation. Et suite à ça, les États, pour éviter de se faire condamner encore et encore, vont modifier d'eux-mêmes leur législation interne. Cependant, la Cour n'a pas un corps d'huissiers qui va aller, par exemple pour ce qui nous concerne, au palais de l'Élysée pour faire exécuter la décision de justice. Car les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme sont exécutées par le comité des ministres, dont nous avons parlé plus tôt. Et c'est en fait un système, on va dire, de jeu en commun. C'est-à-dire que tout le monde s'engage, on va dire, à respecter les règles du jeu. On ne pourra pas demander. Voilà. C'est une espèce d'équilibre mutuel qui, pour le moment, a l'air de fonctionner, même si on a vu, il y a quelque temps, le cas d'un État, l'Azerbaïdjan, qui a été condamné ce qu'on appelle en manquement. C'est-à-dire, il a été condamné pour ne pas avoir exécuté un arrêt de la Cour. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'exécution des arrêts, c'est quelque chose d'éminemment politique. Après, si l'exécution des arrêts est politique, la procédure, elle, est juridictionnelle, c'est une procédure devant un tribunal. Or, cependant, on ne saisit pas la Cour européenne des droits de l'homme comme ça, dans un claquement de doigts. Il faut 3, on va dire, grandes conditions, que sont, d'une part, l'épuisement des voies de recours internes, c'est-à-dire qu'il faut avoir obtenu au niveau national une décision définitive de la part des juridictions nationales. Ensuite, donc une décision qui ne pourra pas être retoquée au niveau national. Il faut également se plaindre d'une violation d'un droit qui est reconnu par la Convention. Par exemple, pour citer un cas, la Cour a rejeté une requête qui a été faite au nom d'un animal, puisque les dispositions de la Convention ne s'appliquent qu'aux êtres humains. Et également, il y a un délai à respecter, qui est maintenant un délai de 4 mois. Ce délai a été récemment modifié, puisque ce délai a été modifié suite à l'entrée en vigueur d'une modification de la Convention qui a pris effet il y a 3 jours, donc au 1er août, donc ça fait pas très longtemps. Dorénavant, il faudra faire une requête devant la Cour dans un délai de 4 mois. Avant, c'était 6 mois. Les requêtes devant la Cour européenne des droits de l'homme sont assez difficiles à obtenir. Il y a énormément de rejets, énormément de décisions, de requêtes qui sont rejetées, et il faut, je pense, des avocats spécialisés qui s'y connaissent,